Salut, c'est Adrien Plaine sur la chaîne Écran d'arrêt, et après 3 ans d'absence, me voici de retour. Pour jouer un mauvais tour. Et dans ma valise, j'ai un petit cours sur les 3 pères qui ont offert dans l'après-guerre son heure de gloire au 7e art japonais. Sur une période de 10 à 15 ans, ces réalisateurs légendaires, moins nombreux que les doigts sur la main de Mickey, ont sorti banger sur banger, accompagnant la transformation du pays et changeant à jamais la culture mondiale. Tableau doux amer de la vie nippone, adaptation de contes historiques, films de guerre ou de samouraï, les genres sont nombreux et la liste des films à voir est longue. Je ne pourrais donc qu'effleurer la surface de cette mer d'œuvres géniales, dans laquelle je vous invite à vous plonger. Alors allez, allô! Les Japonais n'ont pas attendu l'après-guerre pour se mettre au cinéma, car dans les années 20 et 30, Tokyo était la deuxième ville au monde où l'on produisait le plus de films. Les studios avaient un fonctionnement similaire à celui des États-Unis. La Nikatsu, la Shoshiku, puis la Toho sont des machines énormes qui enchaînent les tournages à un rythme infernal. Et ça se voit à la filmographie des réalisateurs, comme Yasujiro Ozu ou Kenji Mizoguchi, auteurs d'environ 100 films chacun. Énorme! La majorité sont des courts-métrages, aujourd'hui perdus. Il en est de même à Hollywood avec des réalisateurs comme John Ford et ses 140 films recensés. Les genres sont codifiés et les scénaristes ou réals n'ont pas beaucoup de liberté créatrice. Ne sortent du lot que les rares auteurs qui parviennent à subvertir la règle, à rendre personnelle une œuvre de commande. Dans la comédie de 1932, Les Gosses de Tokyo, par exemple, Ozu montre les aventures d'enfants dans la banlieue de la capitale. La mise en scène est simple et efficace. Le langage narratif est visuel et clair, mais tout à fait charmant. Et bien que légère, l'histoire offre un regard lucide sur le poids de la pression sociale dans cette société. Dans les années 40, Ozu et Mizoguchi sont donc déjà des figures incontournables du cinéma. Se joint à eux Akira Kurosawa, plus jeune, mais qui se distingue très vite. Puis c'est la guerre, puis en 1945, c'est la capitulation face aux Alliés. On se représente difficilement le choc qu'a représenté la défaite pour les Japonais, qui avaient une foi immense dans la solidité de leur empire plurimillénaire, les rendant supérieurs aux autres. L'humiliation étant d'autant pire que les Américains ont occupé le territoire jusqu'en 1952. Le contexte est donc unique, le pays se reconstruit et se modernise, et les Japonais ont autant besoin de divertissement que de réponses à leurs questionnements profonds. En 1958, on compte plus d'1 milliard de spectateurs dans les salles, et chaque année, les films qui vendent le plus de places sont très souvent réalisés par notre triumvirat. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Dans la liste des Kingos, les historiens ajoutent souvent Mikio Naruse ou bien Kon Ishikawa. Ils ont simplement moins bénéficié de la diffusion de leurs œuvres à l'international. Car qu'on se le dise, l'histoire discrimine, et beaucoup de films sont aujourd'hui oubliés car non restaurés, peu projetés, jamais discutés. Pour les Occidentaux, la découverte du cinéma japonais commence en 1951 avec Rashomon de Kurosawa, qui remporte le Lion d'Or à la Mostra de Venise, puis un Oscar l'année suivante. Le film raconte un procès se tenant suite au meurtre d'un samouraï et du viol de sa femme. 4 personnes racontent leur point de vue, donnant lieu à des flashbacks nous aidant à recomposer l'histoire, pour savoir qui qu'a fait. Qui? Allez! Que celui qui a fait ça se dénonce! La narration novatrice a par la suite inspiré de nombreux films. On a même parlé d'effet Rashomon, dans l'idée qu'un même fait puisse être interprété de différentes manières. Kurosawa, qui a scénarisé tous ses films, offre une histoire parfaitement ficelée, avec, comme toujours, une originalité qui la fait sortir du lot. Le film est la 5e des 16 collaborations que Kurosawa fera avec Toshiro Mifune, probablement l'acteur japonais le plus célèbre de l'histoire. Et son rôle le plus célèbre est très certainement celui de Kikushio dans Les 7 samouraïs en 1954. Il s'agit d'un shambara, genre que Kurosawa connaît bien. Ce sont des films de samouraï, un sous-genre du Jidaigeki, drame traditionnel ou historique. Le nom Jidaigeki inspira d'ailleurs George Lucas quand il lui fallut nommer ses samouraïs de l'espace les Jedi. L'histoire se passe au XVIe siècle, où comme souvent, les guerres civiles font rage et les paysans sont fréquemment attaqués par des bandits qui volent, pillent et tuent. Un village fait donc appel à des samouraïs pour les protéger et les former à résister aux attaques. Et si Rashomon avait été tourné avec un budget modeste de 20 millions d'yens, c'est 10 fois cette somme qu'il faut pour produire ce film ambitieux de 3h20. Une durée grandement justifiée et qu'on ne ressent pas.
Tout est fluide et entraînant. La caractérisation des personnages permet de facilement les distinguer et de les inscrire dans des arcs narratifs complémentaires. Kikushiyo en est le parfait exemple. 7e samouraï à être choisi, c'est le plus incompétent. Il ne sait se tenir et déshonore son titre. Il sert d'ailleurs de ressort comique au début du film. Mais le temps faisant, son identité se révèle de plus en plus complexe et intrigante, offrant une dimension émotionnelle sans précédent qui émeut à coup sûr le plus froid des cœurs. Kurosawa questionne le rôle des samouraïs, figure protectrice légendaire du Japon, à une période où le pays est en crise avec son histoire et en manque de figures héroïques. Ajoutons que la composition de ses plans est à chaque fois très dynamique et ses scènes de combat magnifiquement chorégraphiées. Il travaillait avec le chef-op Takao Saito, mais était lui-même derrière la caméra. Pour une analyse détaillée de la dynamique de ses plans, je vous renvoie à un épisode dédié de la géniale émission Every Frame a Painting. Avec 30 longs métrages, Kurosawa a touché à presque tous les genres, et a même proposé des adaptations d'œuvres littéraires comme celle de Shakespeare. Pour cette raison, Kurosawa est souvent désigné comme le plus accessible, le moins japonais des 3 réalisateurs. Il a fait des études, beaucoup lu, été influencé par les œuvres d'autres pays, et a développé des idées universalistes. Et c'est un privilège, parce qu'à côté, Mizoguchi, il a galéré. As-tu vraiment connu la Hesse? Il grandit dans un quartier très pauvre. Son père battait sa mère et sa sœur, puis a vendu sa sœur comme geisha. Tantôt manufacturier, à la rue, peintre, puis enfin acteur, il gravit les échelons et devient réalisateur à 25 ans. Cette trajectoire l'a rendu plus sensible au sort des démunis, des minorités, en particulier celui des prostituées, qui sont le sujet principal de 8 de ses films. Qu'il s'agisse du Japon médiéval dans La vie d'Oharu, femme galante, ou bien de l'époque contemporaine dans La rue de la honte, la femme est vouée à une vie d'aliénation, de servitude et de souffrance. Et même lorsqu'on abuse d'elle, la société la rend responsable d'une faute morale. Dans Oharu, en 1952, l'actrice Kinuyo Tanaka interprète une prostituée quinquagénaire qui se souvient dans un flashback de l'histoire d'amour impossible qui a provoqué sa déchéance sociale et le long drame de sa vie. Dans cette scène, moment de la découverte du couple interdit, la composition seule du plan nous offre à voir la posture de prisonnière de cette femme, surcadrée par les portes en papier, jugée par cet homme qui la surplombe et la menace d'une badine, le travelling arrière révélant un espace fermé dans lequel elle ne peut se cacher et où elle est acculée dans un coin minuscule du cadre. Ce film remporte le Lion d'argent à Venise en 1952, prix qui sera aussi décerné à ses films suivants, Les Contes de la Lune vague après la pluie en 1953 et L'Intendant Sancho en 1954. Ce sont les adaptations de contes historiques par Yoshikata Yoda, le scénariste attitré de Mizoguchi, et qui présente une histoire du pays très torturée. C'est par ces films primés que l'Occident le découvre. Il fait l'objet d'une véritable vénération de la part des critiques des cahiers du cinéma, notamment de Godard, écrivant qu'il était le plus grand cinéaste japonais et même l'un des plus grands cinéastes tout court. Si la poésie apparaît à chaque seconde dans chaque plan que tourne Mizoguchi, c'est que, comme chez Murnau, elle est le reflet instinctif de la noblesse inventive de son auteur. Poésie, donc, car si Mizoguchi dénonce les abus des figures de pouvoir ou la violence sociale, il croit encore en la force de la bonté, du pardon et du dévouement. Dans L'Intendant Sancho, ces valeurs sont incarnées par la figure paternelle au début du film. Les 2 enfants doivent le quitter, puis sont kidnappés pour devenir les esclaves du tortionnaire Sancho. Le lieu de l'intrigue et quelques thématiques peuvent rappeler Le Voyage de Chihiro, ce film étant un classique que Miyazaki a très probablement vu. Récit déchirant qui pourrait vous faire perdre foi en l'humanité. Mais bien que tragique, l'histoire peut être cathartique, thérapeutique, vous aider à dépasser le défaitisme initial. Et je la relie bien sûr à l'état des Japonais de l'époque, qui n'abordaient jamais frontalement le sujet de la défaite de 1945 et des blessures qu'elle avait laissées, mais qui avaient besoin d'histoires fortes dans lesquelles se reconnaître émotionnellement. Et ici aussi montré du point de vue de personnages déchus de leur statut social, devenus des opprimés. Les films de Mizoguchi sont donc indiscutablement humanistes, et même féministes, même s'il était loin d'être un homme irréprochable. Au-delà des anecdotes sur sa vie sentimentale, il était réputé pour malmener son casting, souhaitant tirer d'eux une performance réaliste et authentique.
Mizoguchi intense décidément partout, ce qui le distingue du dernier Coco, Ozu. Le bienheureux, le calme, d'aucuns diraient le chiant. D'aucuns qui sachent rien, car une fois apprivoisé, l'univers d'Ozu est fascinant et très représentatif de la mentalité nippone. Quasiment tous ces films sont des shomingeki, traduit théâtre populaire, des récits tantôt comiques, tantôt dramatiques, et coécrits avec son scénariste Kogo Noda. Alors bon, c'est indéniable, ces films se ressemblent entre eux, qu'il s'agisse des thèmes abordés, mais aussi des échelles de plan, du montage, jusqu'aux acteurs, avec une mention spéciale pour Shisu Ryu, qui apparaît dans 52 films sur 54. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'est l'incarnation au cinéma du shuari, le processus d'atteinte de la maîtrise. D'abord apprendre, ensuite trouver de nouvelles approches pour enfin transcender l'art. À force de répétition, Ozu a trouvé de nouvelles façons de dépasser le cadre imposé par les studios et les contraintes du genre. L'immense beauté de son cinéma réside dans les petites choses, les détails révélateurs qui s'immiscent dans ses récits bien cadrés de vie simple. Pas d'épanchement émotionnel, encore moins de coups d'éclat comme chez Mizoguchi et surtout Kurosawa. Tout étant retenu. Ainsi, dans les rares moments où l'émotion arrive, elle en est d'autant plus forte, comme à la fin de Voyage à Tokyo, qui à chaque fois m'émeut aux larmes. C'est l'histoire d'un couple vieillissant se rendant à la capitale pour rendre visite à leurs enfants. Mais ces derniers sont trop occupés pour leur allouer du temps, et c'est alors la veuve d'un de leurs fils défunts qui leur tient compagnie. Le manque d'attention reçu par les parents est symptomatique du délitement des liens familiaux à l'époque. Les enfants partent travailler à des centaines de kilomètres, les connexions se perdent, ainsi que l'égard envers les aînés. Le respect se perd. Mais jamais de confrontation, le respect des convenances prime et il faut être attentif aux indices révélant l'ennui, la déception, la frustration, la tristesse. Et ce film a eu un vrai succès populaire à l'époque. Ozu répondait à des demandes spectatorielles, pas avec des réponses toutes faites, mais avec une lecture clairvoyante de son époque. Lecture qui n'était pas non plus réactionnaire. Ozu a montré l'impact des bouleversements économiques sur les individus ou bien leur soumission aux conventions sociales, notamment le travail et le mariage. Dans Printemps précoce, Fleur d'équinoxe ou son dernier, Le goût du saké, on trouve des protagonistes résignés à un mariage arrangé, à une vie que les autres ont choisie pour eux, incapables qu'ils sont de formuler leurs désirs personnels. Ozu a un rythme, une philosophie des façons de faire japonaises, c'est peut-être pour ça qu'il est moins connu en Occident. Il filme des espaces parfois vides, aux antipodes des plans dynamiques d'un Kurosawa, laisse le temps se dérouler, contemple sans imposer un jugement. Cinéaste du temps pur, a dit Deleuze, c'est aussi celui du bonheur trouvé dans la banalité. Ozu, le goût des choses simples. Très bien illustré dans son film le plus feel-good, Bonjour, sorti en 1959, où deux frères font la grève de la parole car ils en ont marre des phrases inutiles des adultes, mais apprennent que dans la vie, c'est surtout l'interaction sociale qui est importante, car seul, on est peu de choses. この分じゃ2、3日続きそうですね。そうね。続きそうですわね。ああ、あの子も面白い形ですね。あ、ほんと面白い形。何かに似てるな。そう、何かに似てるわ。いいお天気ですね。本当にいいお天気。Puis, en 1956, Mizoguchi meurt d'une leucémie. Puis en 1963, Ozu meurt d'un cancer de la gorge. Puis en 1969, Naruse meurt d'un cancer du côlon. Et perdant coup sur coup trois légendes de l'époque classique, le cinéma japonais doit tourner la page. 1, 2, 3, l'âge d'or c'est fini. Les années 60-70 voient l'arrivée de nouveaux cinéastes indépendants et le développement de nouveaux genres comme les films érotiques, de yakuza ou d'horreur. Kurosawa, quant à lui, continue sa carrière jusqu'à sa mort en 1998. Artiste rare qui a su s'adapter à un monde toujours changeant. Merci de m'avoir écouté parler de films, même si sur un sujet aussi dense, je fus bien trop court et peut-être imprécis. Je vous laisse en descriptif de vidéo quelques ouvrages de référence et articles.
Bonne continuation, bonne fête, bonne sœur, et à bientôt.